Devenir chercheur et faire partie des plus de 270 000 scientifiques en France qui observent, analysent, qui formulent des hypothèses, calculent et inventent l'avenir. Il existe plusieurs types de recherche. La recherche fondamentale, la recherche clinique, la recherche dans le domaine biomédical et aussi la recherche en santé publique. Ce qu'on entend en général par recherche fondamentale, c'est des travaux qui ont comme sujet d'étude soit la cellule, soit un organisme entier. Et là, le but principal, c'était de comprendre comment fonctionne la cellule et l'organisme. Alors la recherche médicale, elle, en général, elle travaille sur des tissus d'origine humaine ou franchement au lit du malade, comme on dit maintenant. Et là, le but, c'est de comprendre, bien sûr, l'organisme humain et aussi comprendre pourquoi, quand il y a un dysfonctionnement de ces mécanismes-là, on a certaines maladies. Dans la recherche médicale, il y a aussi bien évidemment d'essayer de comprendre comment fonctionnent des médicaments et découvrir des mécanismes qui permettent de faire de nouveaux médicaments, de nouvelles stratégies thérapeutiques. Alors il y a une autre recherche dans le domaine médical qui j'appellerais la recherche biomédicale et là qui concerne la découverte de nouvelles techniques d'imagerie, de nouvelles techniques d'approche chirurgicale, par exemple des repos chirurgicaux, ou aussi la découverte de nouveaux matériaux qui sont bien sûr importants pour les prothèses et aussi bien sûr en odontologie pour les dents, faire de nouvelles dents, de nouveaux matériaux plus résistants. En ce qui concerne la recherche dans le domaine des sciences de la vie, il y a la recherche en santé publique. Et là, on regarde pas tellement l'individu, mais plutôt des groupes, des populations. Et l'idée est là de voir quels sont des environnements, par exemple, qui sont nocifs pour la santé de l'homme, par exemple le tabac, l'alcoolisme, et essayer de dégager des consignes pour avoir une meilleure santé à long terme pour la population et pas tellement pour l'homme en tant qu'individu isolé. Tu vas direct, c'est toi Virginie, regardez les cellules. On l'imagine sérieux, en blouse blanche, l'œil rivé au microscope. Mais que fait le chercheur de ces journées ? En quoi consiste exactement son métier et pourquoi fait-il de la recherche? Je crois que schématiquement, il y a deux raisons principales. Je crois que la première, c'est approfondir ses connaissances pour être un meilleur médecin, pharmacien ou dentiste. Et la deuxième raison ou la deuxième motivation principale, je crois, c'est pour avoir un profil des carrières. Parce que pour une carrière à l'hôpital ou à l'université, il y a certains prérequis qui sont différentes étapes dans la carrière, dans les activités de recherche. Le métier de chercheur, il est en tant que médecin faisant de la recherche en fait. C'est de savoir qu'un jour ou l'autre peut-être cette recherche pourra servir réellement aux patients, donc améliorer la prise en charge d'un patient à l'hôpital. Ce qui plaît également, c'est d'interfacer, d'intervenir avec d'autres personnes qui font pratiquement la même recherche, c'est-à-dire d'échanger sur des sujets très pointus avec d'autres chercheurs étrangers, que ce soit des Nord-Américains, d'autres Européens, de faire des échanges. Et évidemment, c'est toujours excitant de dire que l'on va découvrir quelque chose qui n'a jamais été fait, donc il y a le côté également innovation, découverte, et c'est ce qui est certainement le plus intéressant. Il y a différents chercheurs, vous avez le chercheur à la paillasse. Donc globalement, le chercheur à la paillasse, le matin, il va commencer à mettre en place son expérimentation, et d'ailleurs en général il l'a mise en place la veille, donc il va lancer l'expérimentation parce que les expérimentations très généralement dans notre domaine durent on va dire la journée.
Donc le matin, il va stimuler les cellules, il travaille sur les cellules, ensuite il va les liser et il va lancer les analyses jusqu'au soir. Le chercheur à la paillasse. Le chercheur qui va maintenant diriger un projet de recherche, lui en général, il fait plus de la veille scientifique, de l'analyse de résultats et de la gestion des problèmes techniques et scientifiques avec les personnes qui font les expériences, que ce soit des étudiants, des chercheurs postdoctoraux ou des techniciens. La recherche, c'est aussi une affaire de curiosité, de créativité et de méthode. Alors, quelles sont donc les qualités requises pour devenir chercheur ? La qualité nécessaire, c'est d'abord probablement l'optimisme et l'enthousiasme, c'est-à-dire de ne pas se laisser envahir par trop de doutes, c'est-à-dire qu'il faut douter, mais en même temps, il faut être relativement enthousiaste et optimiste. Un bon chercheur, normalement, doit se poser les bonnes questions avant de commencer une manip, par exemple. Et surtout, il faut faire une recherche de la littérature pour être sûr que ce que l'on fait n'a jamais été fait avant, c'est-à-dire qu'il faut être très original dans sa recherche. Ensuite, c'est certainement pour aller plus loin dans la compréhension de l'apparition des maladies, de la progression des maladies. Et c'est vrai que c'est essentiellement la curiosité qui pousse à faire de la recherche et à diriger des études de recherche. Pour être un bon chercheur, les qualités sont très certainement la rigueur, l'observation, primordiale. Il faut se poser des questions, mais ça je dirais que pour être médecin aussi, il faut se poser beaucoup de questions. Il faut être sérieux, efficace, carré aussi. En fait, c'est plus un tempérament et aussi une vocation. Donc en fait, si on est curieux, et bon, moi j'ai toujours été, donc en fait j'avais toujours la volonté d'essayer de comprendre les choses qui m'entouraient. Donc en fait, pour ça, la recherche était vraiment le métier adapté pour moi, puisque c'était vraiment essayer de comprendre les événements biologiques qui peuvent se passer dans les cellules. Le chercheur et son équipe sont amenés à communiquer sur leurs résultats, ce qui participe à une véritable reconnaissance. La réussite d'un chercheur se mesure en termes de publication dans des bons journaux, ou en termes de valorisation de brevets. Les publications scientifiques que l'on peut obtenir, donc en fait c'est vraiment une reconnaissance. Le choix de la recherche, il est dicté d'abord par ce qui se fait dans la littérature mondiale. Il faut que ça soit quelque chose d'original, qui n'a pas déjà été fait, de façon à ne pas reproduire ce qui est déjà publié, parce que notre but est à la publication. Le chercheur est indépendant, libre de raisonner, d'emmener des hypothèses. Il sait reconnaître ses erreurs pour faire évoluer les projets, et la vie d'un chercheur est souvent amenée à rencontrer certaines difficultés. Le risque, c'est de passer plusieurs années sans rien trouver. Le risque, c'est de ne pas obtenir de financement pour pouvoir faire de la recherche. Et le risque, c'est la compétition internationale, parce que, évidemment, quand on fait de la recherche sur un domaine, on n'est pas les seuls dans le monde, et donc le risque, c'est de se faire, entre guillemets, voler la vedette avant l'heure, c'est-à-dire que les papiers soient publiés avant que l'on puisse développer notre propre publication sur un sujet. Donc le risque est important. On va être au contact de particules qui peuvent être dangereuses. Maintenant, on met toutes les dispositions en place au laboratoire pour justement éviter les risques. En particulier, lorsque l'on va manipuler des virus, donc là on va être dans des laboratoires confinés. Au sein d'un laboratoire, différents types de professionnels travaillent main dans la main, du personnel administratif aux chercheurs, en passant par l'ingénieur ou le technicien. Il y a des universitaires qui sont soit des maîtres de conférences ou des professeurs de la faculté des sciences, ou il y a aussi des maîtres de conférences ou des professeurs d'université de la faculté de médecine. Il y a aussi des étudiants, bien évidemment, à différents stades de leur cursus d'étudiants. Et il y a ce qu'on appelle les postdoctorants, donc c'est des personnes qui ont déjà fait une thèse de sciences ou une thèse de médecine et qui en général viennent pour 2-3 ans pour faire ce qu'on appelle un stage postdoctoral. Et enfin, il y a des personnes très précieuses qui sont les techniciens, les ingénieurs de recherche, des personnes qui ont différentes formations, qui peut être un BTS ou d'autres études techniques qui jouent donc un rôle tout à fait important au laboratoire. Et enfin, il y a bien sûr des administrateurs qui gèrent les crédits et des fonctions purement administratives. Virginie, après un Master 1 recherche, occupe actuellement un poste d'assistant ingénieur dans l'équipe du professeur Van Houbergen. Alors après avoir fait un bac scientifique, j'ai fait un BTS, bioanalyse et contrôle, et puis après je suis rentrée directement en 3e année de licence, et puis après en master recherche. Delphine est médecin en cardiologie
et prépare un Master 2 dans l'équipe du professeur Van Houbergen. Voilà, donc je viens de terminer mon internat en cardiologie. Et après ma thèse que j'ai passée l'année dernière, ma thèse de médecine, j'ai eu l'opportunité d'intégrer ce laboratoire pour effectuer une année de Master 2 en recherche. J'avais déjà passé mon Master 1 au cours de mes études de médecine, en 2e et en 3e année de médecine. Et bien après, j'aimerais accéder à une carrière hospitalo-universitaire, donc pratiquer la cardiologie à l'hôpital et en même temps pouvoir enseigner aux étudiants et faire un petit peu de recherche en laboratoire ainsi que de la recherche clinique. En effet, les étudiants en médecine peuvent suivre en parallèle à leur formation un parcours spécifique pour accéder plus tard au métier de la recherche. Dans la formation d'un chercheur, on distingue essentiellement 3 étapes: le master, la thèse de sciences d'université et enfin l'HDR. Alors le master consiste en un master 1, un master 2. Pour les étudiants en médecine, le master 1 se fait par le biais de validation de 2 unités d'enseignement. En général, ça se fait entre la 2e année de médecine et la 6e. Le master 2 concerne une année plein temps de recherche, 6 mois d'enseignement intensif et 6 mois de stage dans un laboratoire. En général, une fois de plus schématiquement, ça se fait soit après les études de médecine, avant l'internat, ou soit pendant l'internat, ou éventuellement aussi après l'internat. Donc différentes possibilités selon la carrière et le choix personnel de l'étudiant en médecine. Ensuite, il y a donc la 2e étape, après ce master 1 et 2, l'étudiant en médecine qui veut faire une carrière universitaire fera une thèse de sciences. Et donc là, la thèse de sciences, elle se fait éventuellement soit après les études de médecine immédiatement, soit se fait après l'internat. Et là, ça consiste en général en un plein temps de 3 ans dans un laboratoire de recherche. Donc après la thèse de sciences, le médecin, s'il veut encore parfaire sa formation et s'il aussi construire sa carrière universitaire, il fera ce qu'on appelle une HDR, un diplôme qui veut dire HDR, donc habilitation à l'intérêt de la recherche, qui une fois de plus est basé sur les travaux de laboratoire, un document, donc une thèse, et là ça lui permet de diriger lui-même des étudiants pour qu'ils obtiennent une thèse. Donc ça c'est le diplôme ultime dans la formation universitaire en ce qui concerne la recherche. 2 parcours existent maintenant qui permettent de faire ses études de médecine et en même temps préparer une thèse de sciences. Un parcours a été mis sur pied par l'école normale supérieure et un autre par l'INSERM. Quelques points forts. Le premier, ça se fait après la première année de médecine. Donc les étudiants sont sélectionnés en L2. C'est une sélection nationale qui est très sélective, bien le cas de le dire. À peu près 20 étudiants par an sont pris, donc c'est extrêmement prestigieux également. Et un autre avantage pour les étudiants, c'est qu'il y a un soutien financier non négligeable pendant la totalité de ce parcours MD, qu'on appelle MD-PhD.